Chine, Japon, etc., 50% de l'humanité ne voit plus la Voie lactée. C'est un élément de culture qui a disparu, alors que nos ancêtres au Moyen-Âge, la Grèce antique, etc., voyaient un ciel extraordinaire la nuit. C'est terminé. Donc moi, à chaque fois qu'il y a une élection municipale, j'interviens à la télé pour dire que je voterai pour le maire qui supprimera la plage publique. On verra enfin le ciel, objet de culture. Je suis peu écouté. Mais là aussi, quelle perte, et j'ai souvent eu l'occasion de vous raconter. Je ne sais pas, j'ai cette expérience, mais ça c'est une chose que je vous convie à avoir tous. Allez un jour voir un ciel sans aucune lumière à des centaines de kilomètres à la ronde. Personnellement, ça fait des 40 ans que je fais de l'astronomie en allant observer au Chili, en Australie, à Hawaï, dans des observatoires où il y a des cieux merveilleux. Mais il y a toujours une petite lumière. La sortie de secours du télescope, le restaurant au bout, les voitures qui passent, etc. Et le résultat, c'est que nos yeux, qui auraient besoin d'avoir une obscurité totale, parce que les objets du ciel sont extrêmement faibles pour nous, eh bien, ne voient pas vraiment le ciel. Et moi, j'ai connu cette expérience tardivement. C'était en 2006, j'avais été voir une éclipse de soleil au nord du Niger, au Ténéré. C'est un endroit un peu compliqué en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, si vous voulez y aller, vous avez de ma part voir Mohamed Issa, c'était chef des rebelles avant, mais non, il l'a arrêté, il connaît tout le monde, ni l'armée, ni les terroristes ne vous rattraperont. Vous avez de ma part, il est sympa comme tout. Et donc j'ai été 8 jours dans le désert du Ténéré, à 450 km de toute lumière. Les copains rigolaient, parce que moi, à mon âge, j'aime un certain confort. Et quand je vais à l'hôtel, j'aime l'hôtel, il y a beaucoup d'étoiles. Hein. Je suis astronome, c'est normal. Hein. Eh bien, on m'a dit, bah, il n'y a pas d'hôtel là-bas. Tu vas coucher, t'achètes une tente. Alors j'ai acheté ce machin-là, que je n'ai pas utilisé d'ailleurs. Et donc, pour la première fois de ma vie, j'ai couché à la belle étoile. Et là, je peux vous dire quelle émotion. C'est-à-dire que quand la nuit arrivait, il n'y avait plus de lune. On ne voyait plus la Terre. Donc je me suis retrouvé allongé, ne voyant plus la Terre, ne voyant que le ciel. Je trouvais ça tellement beau. Ah, mais c'est merveilleux. Mais j'ai compris pourquoi nos ancêtres se sont posés des questions. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Qui on est? Qu'est-ce que c'est l'espace, etc. Et je me suis dit, mais je ne vais pas dormir la nuit tellement c'est beau. 5 minutes après, je dormais comme un loir. Hein. Et puis, pas besoin de montre s'il me réveillait dans la nuit. La Voie lactée avait tourné. Je savais c'était au milieu de la nuit ou le petit matin. Et ce contact avec la nature, dans un ciel où il n'y a pas une lumière, même sur un bateau, il y a une petite lumière, etc., de position, on l'a rarement. Ayez-le au moins une fois dans votre vie. Donc Mohamed Issa, Agadez, Niger, vous allez le voir, les terroristes ne vont pas, puis les terroristes vous lui raconter que le ciel est beau, enfin bon, ça demande un peu d'effort. Hein. Donc le ciel, on a perdu beaucoup. Alors, rapidement, vous avez compris qu'il y a deux manières de voir le monde, je le résume souvent par cette diapo. C'est Delphes, l'oracle en bas, et le ciel en haut. Un de nos collègues astronomes grecs a photographié le ciel tous les matins à 6 h du matin, et voici la trajectoire apparente du soleil dans le ciel, et il y a des jours, il y a des nuages, donc il ne voit pas. Hein. Donc vous avez compris qu'en bas, on va voir l'oracle, hein, qui est fait de jeunes filles ayant, comment dirais-je, étant d'une source d'un produit un peu toxique, donc on va parler vulgairement, elles ont un peu fumé la moquette, et qui vous répondent n'importe quoi aux questions posées. Donc c'est une technique, vous allez le voir là, encore utilisée de nos jours par certains, hein, avec un commerce florissant aux alentours. Donc c'est une manière de comprendre le monde, et vous comprendrez que je parlais de la partie supérieure de la diapo. Et comprendre le mouvement du soleil dans le ciel, c'est la moins de... Là, c'est pas très compliqué. Donc l'astronomie, depuis des temps immémoriaux très lointains, est la plus ancienne des sciences. Je le répète à chaque fois, quand on me demande quel métier j'exerce le plus vieux métier du monde. C'est nous, c'est pas d'autre, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein, parce que l'astronomie est antérieure aux mathématiques, à la physique, à la chimie, à la biologie, bien entendu. Et pourquoi? Parce que pour deux raisons, l'agriculture et la métaphysique. L'homme, fatigué d'être chasseur-cueilleur, a voulu être agriculteur. Il a besoin d'un calendrier. Et la rotation de la Terre sur elle-même, la journée, la révolution de la Lune autour de la Terre, le mois, et la révolution de la Terre autour du Soleil, l'année, sont les trois mouvements réguliers qu'il utilise pour cela. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de commensurabilité entre ces nombres, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un nombre entier de jours dans un mois, et il n'y a pas un nombre entier de mois dans une année. Du coup, on a mis 4000 ans pour faire un calendrier. Ça peut dire à beaucoup d'entre vous que sous la République romaine, la République manquait d'argent, ça c'est une constante républicaine. Hein. Et donc on prélevait les impôts à la fin du mois. Donc on avançait à la fin du mois. Là on fêtait Noël à Pâques, c'était compliqué. Hein. Donc le calendrier et la métaphysique, bah, c'est d'imaginer qu'il y a des dieux dans le ciel et qu'on regarde ce qui se passe dans le ciel pour voir ce qu'ils font. Peut-être qu'on va apprendre des choses. Et du coup, bah, les Sumériens, les Mésopotamiens, les Égyptiens, puis plus tard les Grecs, les Romains, on regardait tout cela. Donc ces deux raisons fait qu'on a fait de l'astronomie. Mais aujourd'hui, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, pour moi l'élément essentiel c'est la culture, je suis scientifique, et pour moi la première... Bah, si moi j'en fais, c'est parce que ça m'amuse. Il n'y a pas de raison de payer pour m'amuser. Mais l'utilité, c'est la culture. C'est aussi un laboratoire gratuit. C'est-à-dire que Enrico Fermi a dit beaucoup mieux que moi que le futur de la physique est dans l'astrophysique,
parce qu'il y a des conditions dans la nature de pression, de densité, de température, etc., extrêmes vers le haut ou vers le bas, que jamais on fera dans un laboratoire terrestre. Essayez donc de mettre un trou noir dans un labo avant même d'avoir nommé le directeur, il entend que le labo a explosé. Et c'est aussi une manière d'améliorer l'industrie et l'économie, parce que quand je vous raconte qu'on dépense 4 milliards d'euros pour construire la sonde Cassini et pour l'envoyer vers Saturne, au passage, je signale que nous, avec 4 milliards d'euros, on fait une expérience extraordinaire, alors que certains banquiers, on voit ce qu'ils font avec, donc on est plutôt meilleurs. Nous. Et bien, cette somme-là, évidemment, on ne la met pas dans notre poche, mais cette somme-là, elle est donnée à des industriels, à qui on dit, tu construis un composant de la sonde, et tu n'as pas le droit d'avoir une panne. Il faut une fiabilité à toute épreuve. Et évidemment, l'industriel qui va recevoir des dizaines ou des centaines de millions d'euros pour faire quelque chose de parfaitement fiable, parfaitement robuste, devient le premier du marché. Donc c'est une manière pour chaque pays de lutter contre le chômage, bien entendu. Et l'aspect de la culture, moi j'y crois beaucoup. Je me suis souvent raconté ces expériences que j'ai eues, on m'avait envoyé dans des quartiers dits difficiles, avec des gamins un peu agités, où il y a de la violence, de la drogue, etc. Et mon expérience, c'est que ces enfants qui sont dans un monde quotidien épouvantable, quand on commence à leur parler d'astronomie, quand on leur parler de l'aventure spatiale, je leur ai pas fait une introduction, donc pour vous, pas, j'ai attaqué directement. Eh bien, mon expérience, c'est que vous avez 400-500 gamins, ils ont entre 10 et 15 ans, les yeux commencent à briller. Bon, il y a toujours 5% d'irréductibles dans l'assistance, bon, ceux-là, on les traite autrement. Hein. Mais je me rends compte que ça veut dire qu'il y a des fenêtres, ils ouvrent une fenêtre qu'ils n'imaginaient pas, on n'a pas fait toutes les pistes. Donc je crois que l'arme de la culture n'a pas été assez utilisée. Et je pense que les gamins en sont friands. Donnons-leur un peu d'enthousiasme, un peu de culture, etc. Ce qui fait que je racontais que quand j'avais dîné un soir avec Jacques Chirac et Lionel Jospin, pas le même soir, deux soirs différents, je leur avais dit, quand vous avez des problèmes dans les banlieues, vous envoyez des astronomes d'abord, la police après. Ça, j'y crois beaucoup. Hein, la culture, moi, est essentielle. Alors, ces diapositives présentent les 3 moments qui, pour moi, sont 3 révolutions fondamentales dans l'histoire de l'humanité. Et nous avons la chance d'être vivants dans la 3e révolution. La première, c'est le monde grec, où on invente, enfin, on n'invente pas, développe, je dirais, parce que les Sumériens, les Égyptiens l'avaient déjà dit, mais on développe la pensée rationnelle, c'est-à-dire que toute cause a un effet, tout effet a une cause. Nous sommes les héritiers de ce monde grec. Mais les Grecs ont fait une erreur, c'est qu'ils ont négligé l'observation. Et ça, c'est très grave. Si Platon était là ce soir, je l'engueulerais parce que celui-là qui dit « c'est pas la peine d'observer, les dieux sont imparfaits, donc je verrai l'imperfection ». Non, ça veut dire qu'il y a des gens qui sortent une théorie, mais qui ne la vérifient pas. Et ça explique tous les massacres que l'humanité a pu faire. Je pense à l'inquisition des chrétiens, je pense aux fondamentalistes musulmans, je pense au camp nazi, je pense au camp sibérien. On a une idée, et tous ceux qui n'ont pas la même, on les massacre. Donc attention, le raisonnement rationnel tout seul, c'est dangereux. Pourtant, c'est très utile. Le Moyen-Âge prend un Dieu qui pourrait être parfait, remet au bout du jour l'observation, et le miracle, c'est j'emploie le mot miracle, c'est peut-être pas le mot plus adapté, c'est la renaissance scientifique entre 1550 et 1780, pour d'autres personnages comme Copernic, Newton, Kepler, Tycho Brahe, Galilée, etc. C'est un moment extraordinaire qu'a connu l'Europe. Et vous êtes-vous jamais demandé pourquoi l'Europe occidentale est très légèrement en avance sur la Chine, sur l'Inde, sur le monde arabe? On n'est pas plus intelligent qu'eux, mais on est héritier de ce monde merveilleux qu'est la Renaissance scientifique, qui a donné le siècle des Lumières, le monde industriel, le monde connaissant. C'est pour ça qu'en Europe actuellement, on discute, et puis on prend pas beaucoup de décisions. Quel dommage, hein. On est en train de gâcher l'avenir. Tout ça parce qu'un roi du Danemark, qui s'appelait Frédéric II, a consacré 5% du national brut de son pays pour la construction d'un seul observatoire. Alors qu'aujourd'hui, la France, les États-Unis, le Japon, la Chine, tous ces pays dépensent 2,40% de leur produit national brut pour toute la recherche par un observatoire. Eh bien, cet effort de Frédéric II, ça a donné Tycho Brahe, ça a donné Kepler derrière, ça a donné Newton plus tard. Quel bel investissement. Donc je rêve d'un chef d'État qui un jour soit amoureux de la science et quel progrès ça fera. Bon, je ne suis pas à 150 ans près quand astronome, hein, mais ça viendra bien un jour. Hein. Nous arriverons à les éduquer quand même. Hein. Et en même temps, si les scientifiques sont si loin de la politique, c'est aussi leur faute. Hein, c'est personne, bien entendu. Donc vous voyez, la deuxième révolution est symbolisée par ces 9 ans qui séparent ces deux choses-là. Vous avez la statue de Giordano Bruno, qui le 17 février 1600 est brûlée en place publique pour avoir dit que les étoiles étaient seuls et lointains, pour avoir dit que les étoiles devaient être entre les planètes comme le Soleil, pour avoir dit que ces planètes étaient peut-être habitées, toutes choses qu'on enseigne à l'école chaque jour. Bon, il avait aussi dit que Marie n'était pas vierge, ça n'avait pas plu. Hein. Et donc on l'a brûlé en place publique. Et donc au Campo di Foro, là on l'a brûlé, il y a sa statue ici. Donc je vous recommande d'aller lui rendre hommage, c'est à 200 mètres du Palais Farnèse. Et surtout, il y a un marché au parc où la mozzarella est excellente, hein, je vous le recommande. C'est une des meilleures de Rome. Hein.
Et à côté, vous avez 9 ans plus tard, la lunette de Galilée, cette lunette avec laquelle Galilée pointe le ciel, et fait dans quelques nuits du mois de juillet 1610, la plus grande moisson de découvertes qu'on ait jamais faite. C'est-à-dire qu'il trouve des taches sur le soleil, des cratères sur la Lune, des anneaux de Saturne, des amas d'étoiles, la Voie lactée, enfin plein de choses. Et surtout, il trouve des petits dessins, des petits satellites autour de Jupiter. Et ça, c'était un coup de caddie dans le dogme. Le dogme de l'époque, c'était que la Terre était immobile au centre de l'univers. Et en fait, il y avait dans le ciel des corps qui tournaient autour d'autre chose que la Terre. Et j'ai un ami, prof à la Sapienza, qui m'a donné un facsimilé d'un manuscrit de la Bibliothèque du Vatican, dans lequel les jésuites ont vu la même chose, écrivent en latin ce qu'ils ont vu, écrivent dans la marge en italien un commentaire, et je traduis un peu librement le commentaire, c'est « Sujet politiquement sensible à ne pas mettre entre toutes les mains ». Donc, vous voyez que un coup de caddie dans le dogme, c'est un basculement. Et maintenant, aujourd'hui, eh ben, avec ces fusées, nous allons au-delà de l'atmosphère terrestre, et ça change tout. Parce que l'atmosphère, c'est grâce